Je m'appelle Gavin, j'ai 26 ans. Durant les 2 dernières décennies de ma vie, j'ai déformé ma propre identité en me pliant en 4, essayant désespérément de gagner l'amour et le respect de base d'une famille qui ne me considérait que comme une utilité. Cette lutte de toute une vie a culminé le jour exact où j'ai obtenu mon master. Au lieu d'une célébration, j'ai été récompensé par une tranche de pizza froide et grasse à emporter, accompagnée d'une humiliation absolument destructrice pour l'âme dans la cuisine de mon enfance. Alors que je me tenais là, complètement épuisé, vêtu d'un costume bon marché et mal ajusté que j'avais acheté dans une friperie locale spécialement pour ma cérémonie de remise des diplômes, mes parents et ma tante m'ont simplement regardé fixer une boîte en carton tachée de graisse. Ma tante, avec un regard de pure condescendance, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que je devais changer d'attitude. Elle a dit que je devrais être reconnaissant qu'il fasse au moins cela, rappelant bruyamment à tout le monde à quel point l'argent était serré ces derniers temps. Ils ont ri. C'était un rire collectif et méprisant, juste là, devant l'enfant en or, mon jeune frère Julien, qui n'a même pas pris la peine de lever les yeux de l'écran brillant de son smartphone coûteux. Mais il y a une chose massive qui a changé ma vie qu'il ne savait pas à ce moment-là. Il ne savait pas qu'il y avait des documents financiers mal acheminés que j'allais trouver verrouillés dans un tiroir quelques heures plus tard, prouvant qu'ils avaient volé tout mon avenir. Et il ne savait certainement pas que j'avais secrètement décroché un poste de haut niveau dans une entreprise à Chicago, un poste qui me plaçait directement aux commandes de l'immobilier commercial et de la dette étouffante que mon frère utilisait pour bâtir son empire frauduleux. Et en ce moment même où je vous parle, ils font exploser mon téléphone, me suppliant et me plaidant de faire preuve de clémence, absolument terrifié à l'idée de perdre tout ce qu'ils ont construit sur mon dos. Avant de vous raconter exactement comment j'ai méthodiquement démantelé leur petit monde parfait et soigné, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » si vous croyez en la justice absolue. Et n'oubliez pas de me dire d'où vous regardez dans la section des commentaires. Votre soutien compte énormément pour moi. Maintenant, retournons au moment exact où l'illusion de ma famille s'est finalement brisée en 1 million de morceaux irréparables. La journée a commencé dans un immense auditorium universitaire. J'étais assis dans une mer de robes noires et de toques, serrant le programme humide dans mes mains moites. J'avais obtenu mon diplôme avec mention. J'étais la première personne, des 2 côtés de ma famille élargie, à poursuivre un master, et encore plus à le terminer en tête de ma classe. Alors que le doyen appelait les noms, j'écoutais les rugissements assourdissants des familles fières résonner sous la charpente. Des pères klaxonnaient. Des mères se tenaient debout sur des chaises pliantes, pleurant et agitant d'immenses découpes en carton du visage de leurs enfants. Lorsque mon nom a été appelé, j'ai traversé cette grande scène. J'ai serré la main du doyen. J'ai pris ma pochette de diplôme, j'ai souri pour le flash aveuglant du photographe professionnel, et j'ai regardé vers la foule immense et étalée. J'ai scanné les milliers de visages dans la pénombre, cherchant un profil familier. Je cherchais les cheveux blonds brillants de ma mère ou les larges épaules de mon père. Je suis resté au bord de la scène pendant 5 secondes supplémentaires, juste à chercher. Il n'y avait rien, juste une mer d'inconnus acclamant quelqu'un d'autre. Mon meilleur ami Derek et ses parents avaient fait 4 heures de route pour être là. Ils se tenaient au dernier rang, agitant les mains furieusement, me faisant une standing ovation. Mais ma propre chair et mon propre sang n'étaient nulle part en vue. J'ai passé tout le trajet du retour à leur trouver des excuses désespérées. Je serrais le volant de ma Honda de 15 ans qui tombait en ruine, me disant que le trafic sur l'autoroute était peut-être complètement bloqué. Peut-être que mon père avait été retenu dans une réunion d'urgence obligatoire dans sa société financière. Peut-être que quelqu'un était malade. Je voulais croire à n'importe quoi d'autre qu'à la terrible vérité, il s'en fichait tout simplement. Quand je me suis enfin garé dans l'allée familière de la maison de mon enfance, la maison semblait tout à fait normale. Il n'y avait pas de voiture bloquant la rue, pas de signe de fête, pas de bannière festive drapée sur les colonnes du porche. J'ai franchi la porte d'entrée, le lourd cadre en bois se refermant derrière moi avec un clic. La maison sentait la climatisation viciée, le désodorisant en aérosol et l'indifférence la plus totale. Je suis entré dans la cuisine. Ma mère, Brenda, se tenait près de l'îlot en marbre. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle n'a pas demandé comment s'était déroulée la cérémonie. Elle s'est simplement penchée, a ouvert le couvercle d'une unique boîte de pizza en carton cabossé, et m'a offert un sourire figé, douloureusement embarrassé. Joyeuse remise des diplômes, Gavin, a-t-elle dit, sa voix totalement dépourvue de chaleur. Nous avons pris ta préférée, au pepperoni. Rien d'extraordinaire, mais nous espérons que tu as faim.
J'ai baissé les yeux vers la boîte. La moitié de la pizza avait déjà disparu. Les tranches restantes étaient froides. Le fromage s'était figé en une couche dure et peu appétissante. Elle ignorait complètement le fait que j'avais arrêté de manger du pepperoni à l'âge de 16 ans parce que cela me provoquait de graves reflux acides. Elle achetait simplement ce que Julien aimait. J'ai regardé dans le salon. Mon père, Victor, était affalé dans son fauteuil inclinable en cuir coûteux, les yeux rivés sur un tournoi de golf sur son immense écran plat de télévision. Il n'a même pas pris la peine de se lever. Il a juste crié par-dessus son épaule, sans jamais quitter l'écran des yeux, « Nous sommes fiers de toi, fiston, mais les temps sont extrêmement durs en ce moment. Nous devons tous faire des sacrifices. Ta mère et moi sommes à court d'argent. » J'ai tourné mon regard vers mon jeune frère, Julien. Il avait 24 ans, était allongé sur le bon canapé, vêtu d'un jogging de marqué d'une chaîne en or qui coûtait plus cher que l'ensemble de mes frais de scolarité pour le semestre. Il faisait défiler distraitement son fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Il ne m'a pas félicité. Il a juste marmonné, son pouce glissant sur l'écran, « Tu as de la chance d'avoir ça. » Papa voulait au départ s'arrêter au drive-in et prendre un sac de burgers pas cher. J'ai senti le sang gronder dans mes oreilles, un sifflement aigu qui couvrait le commentateur de télévision. Je venais de me surmener pendant des années de stress académique intense, d'examens épuisants et de stages non payés. J'avais fait des quarts de nuit épuisants, chargeant des boîtes lourdes dans des camions de fret juste pour m'acheter des provisions de base. J'avais vécu avec un régime de nouilles instantanées et de pure volonté. J'avais fait tout cela pour éviter de me noyer sous les dettes étudiantes parce que mes parents prétendaient constamment être au bord de la faillite. Et me voilà en train de célébrer le summum absolu de ma carrière universitaire avec des restes de pizza froide. Ma mère a dû remarquer l'absence totale et terrifiante d'émotion sur mon visage. Mon silence était lourd, étouffant. Au lieu de réaliser à quel point elle m'avait profondément blessé, elle a paniqué et a essayé de masquer cela par une gaieté forcée. Elle a rapidement ouvert le réfrigérateur en acier inoxydable, a attrapé une bouteille en plastique de ketchup bon marché et s'est emparée d'une assiette en carton fragile. Juste là, devant moi, elle a écrit agressivement le mot « Félicitations » sur l'assiette avec le ketchup. Le ketchup était à queue. Les lettres rouges ont immédiatement commencé à couler et à se mélanger pour former une flaque déprimante et désordonnée. Elle a placé l'assiette à côté de la boîte de pizza graisseuse, a frappé des mains comme une maîtresse de maternelle, et m'a souri chaleureusement. « Voilà », a-t-elle déclaré joyeusement. « Maintenant, c'est la fête. » À ce moment précis, la porte d'entrée s'est ouverte et la tante Sylvia est entrée. Sylvia était la sœur aînée de ma mère, une femme qui se comportait avec un sentiment infondé de supériorité. Elle est entrée dans la cuisine, a évalué la situation et a immédiatement croisé les bras sur sa poitrine. Elle m'a regardé avec ce rictus condescendant caractéristique qu'elle affichait toujours face à mon existence. « Ne tire pas une tête si misérable, Gavin », a lancé tante Sylvia d'une voix qui coupait la tension. « Tu dois corriger cette attitude. Tu devrais être reconnaissant qu'ils aient fait tout cela pour toi. Certains enfants n'ont absolument rien. Tu te comportes de manière incroyablement gâtée pour un homme adulte. » Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas renversé l'îlot de cuisine. Je n'ai pas jeté l'assiette tachée de ketchup contre les murs blancs immaculés. J'ai réalisé à cette seconde précise et limpide que rien de ce que j'accomplirais ne serait jamais suffisant pour ces gens. J'étais un fantôme hantant ma propre famille. J'ai calmement sorti mon téléphone de ma poche. J'ai ouvert l'application appareil photo, j'ai tourné l'objectif vers moi et j'ai pris un selfie. Dans le cadre numérique, j'ai capturé mon visage épuisé et creusé, la boîte de pizza à moitié mangée et les lettres de ketchup dégoulinantes sur l'assiette en carton. Je l'ai posté directement dans ma story publique avec une légende simple et sarcastique, « Rêvez grand, les enfants ». J'ai remis mon téléphone dans ma poche. J'ai pris une seule tranche de la pizza froide et caoutchouteuse. J'ai pris une bouchée, je l'ai mâchée avec une lenteur mécanique et je l'ai avalée. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. La chaleur de mon âme avait totalement disparu, remplacée par un froid polaire. « Merci », ai-je dit. Ma voix était totalement plate, dénuée de toute inflexion. Je me suis retourné sur mes talons, j'ai franchi la porte d'entrée, je suis monté dans ma voiture délabrée et j'ai roulé directement vers l'hôtel Marriott situé juste à la sortie de l'autoroute. Je me suis dirigé vers la réception et j'ai utilisé une carte de crédit d'urgence, que mon défunt grand-père m'avait ouverte il y a des années, pour réserver une chambre pour 3 nuits.
Je suis entré dans la chambre stérile, je n'ai pas pris la peine d'allumer les lumières et je me suis simplement allongé sur le matelas rigide de l'hôtel. J'ai fixé le plafond en stuc bon marché pendant des heures. Le soleil s'est couché, projetant de longues ombres sombres à travers la pièce. Mon téléphone a vibré agressivement sur la table de chevet. C'était un SMS de ma mère. Il disait « Où es-tu ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que tu rentres ce soir ?» J'ai fixé l'écran brillant dans la pièce sombre. Pour la première fois de ma vie, j'ai connu avec une certitude absolue que je ne retournerai jamais en arrière. Le cycle était brisé. Mais je pensais que le pire de la douleur était passé. Je pensais que la pizza était l'insulte ultime. Je me trompais tellement. Allongé dans cette chambre d'hôtel sombre et silencieuse, le silence était absolument assourdissant. Sans distraction, mon esprit a commencé à passer violemment en revue des décennies de souvenirs que j'avais passé des années à essayer de refouler et de rationaliser. Vous voyez, cette minable fête de pizza n'était pas un incident isolé de mauvais jugement. C'était le grand final d'une vie entière passée à être traité comme un citoyen de seconde zone, un plan de secours vivant et respirant dans ma propre maison. Le contraste entre ma vie et celle de Julien n'était pas seulement flagrant, il s'agissait d'un deux poids, deux mesures stupéfiant et aveuglant. J'ai repensé à il y a exactement 2 ans. Julien venait d'obtenir son diplôme d'un collège communautaire local non classé, un diplôme de 2 ans en études générales. C'était un programme qu'il avait à peine réussi à terminer, abandonnant constamment des cours et s'appuyant fortement sur des tuteurs que mes parents payaient. Mais le jour où Julien a reçu ce morceau de papier, on aurait cru qu'il venait d'être élu président des États-Unis. Mes parents ont transformé notre jardin en un lieu d'événement somptueux. Ils ont loué d'immenses tentes de réception blanches de qualité commerciale pour bloquer le soleil d'été. Ils ont engagé un DJ professionnel qui a installé un système de sonorisation massif et des jeux de lumière complexes qui illuminaient tout le quartier. Ils n'ont pas commandé de pizza. Ils ont commandé un immense buffet traiteur auprès du restaurant italien le plus sélect et le plus cher de notre ville. Il y avait des montagnes de crevettes scampi, de côtes de bœuf et de pâtisseries faites sur mesure. Tout le quartier, la famille élargie et tous les amis de Julien étaient invités. Je me souviens de ce jour de manière très vive parce que je faisais un double quart de travail brutal à mon travail d'entrepôt juste pour payer mes manuels du semestre à venir. J'avais renoncé à un quart de week-end, sacrifiant un salaire indispensable juste pour assister à sa fête. Quand je suis arrivé, épuisé et couvert de sueur, je n'ai pas été accueilli par une accolade ou une boisson. Ma mère m'a immédiatement mis un grand sac poubelle noir entre les mains et m'a ordonné de faire le tour du jardin pour ramasser les gobelets en plastique vides et les serviettes jetées. J'ai passé toute la fête de remise des diplômes de mon frère à servir de concierge non payé pour ses amis. Plus tard dans la soirée, mon père s'est tenu sur la terrasse, a tapé une cuillère contre un verre de champagne en cristal, et a prononcé un toast émouvant et passionné. Il a parlé de la fierté immense qu'il éprouvait pour son fils cadet, son garçon d'or, le futur magnate des affaires. Il a dit à la foule que Julien était destiné à la grandeur. L'empire commercial supposé de Julien était une plaisanterie absolue. Il prétendait diriger une entreprise d'élite de branding de style de vie de luxe. En réalité, il était assis dans une chaise de jeu haut de gamme dans notre sous-sol, commandant des marchandises bon marché produites en masse dans des usines à l'étranger et essayant de les revendre agressivement sur les réseaux sociaux avec une marge massive. Il n'avait pas de plan d'affaires, pas de clients réels et aucune éthique de travail. Pourtant, mes parents le traitaient comme un génie visionnaire. Peu de temps après sa remise de diplôme, Julien est arrivé dans notre allée au volant d'une Porsche bleu nuit immaculée. Le moteur a rugi, faisant trembler les fenêtres de notre maison. Il est sorti du véhicule de luxe, lançant nonchalamment le lourd porte-clés en l'air, se vantant bruyamment auprès des voisins qu'il s'agissait d'un véhicule de fonction qu'il avait acheté grâce à ses gains entrepreneuriaux massifs. Je me tenais sur le Porsche, tenant les clés d'une Honda rouillée qui calait au feu rouge et dont le chauffage était cassé. L'injustice me soulevait le cœur, mais j'ai avalé mon ressentiment, me disant que le travail acharné finirait par payer. La manipulation financière était la partie la plus insidieuse et la plus étouffante de mon existence dans cette maison. Durant ma 3e année d'études de licence, mon père m'a appelé dans son bureau à la maison. La pièce était sombre et il avait l'air incroyablement stressé, se frottant les tempes et poussant de profonds soupirs. Il m'a fait asseoir et a prononcé un monologue déchirant sur la flambée des taux d'intérêt hypothécaires, l'effondrement de l'économie et les difficultés de la famille à garder la tête hors de l'eau. Il m'a dit qu'il risquait de perdre la maison. Il m'a regardé avec des yeux désespérés et m'a demandé de me comporter en homme.
Il m'a demandé de prendre en charge la facture d'électricité de la famille, la facture d'eau et celle d'Internet. J'ai accepté immédiatement. J'ai ressenti un élan de fierté à l'idée de pouvoir aider ma famille en temps de crise. J'ai pris des quarts de nuit supplémentaires. J'ai sacrifié mon sommeil, ma vie sociale et ma santé. Chaque mois, je transférais des centaines de dollars de mon maigre salaire directement sur le compte bancaire de mon père pour garder les lumières allumées. Je croyais sincèrement être l'encre qui empêchait notre famille de sombrer. Mais la réalité de mon sacrifice s'est brisée quelques semaines plus tard, juste après que j'eus vidé mon compte bancaire pour payer une énorme facture de chauffage hivernal en retard pour eux. Je suis rentré d'un quart de nuit pour trouver ma mère en larmes à la table de la cuisine. Elle ne pleurait pas de gratitude pour mon aide financière. Elle pleurait parce que Julien se plaignait de manquer d'espace pour sa marchandise importée et qu'elle voulait que je lui cède ma chambre. Elle m'a demandé, les larmes aux yeux, de faire mes valises et de m'installer dans le grenier non aménagé et exposé au courant d'air. Elle a soutenu que j'étais rarement à la maison de toute façon à cause du travail et des cours, et que Julien avait désespérément besoin d'un environnement professionnel pour favoriser la croissance de son entreprise. Ce jour-là, j'ai enfin riposté. Je lui ai dit que c'était totalement injuste. La dispute a dégénéré jusqu'à ce que mon père sorte de son bureau en tempêtant, le visage rouge de colère. Il m'a pointé du doigt et m'a traité d'égoïste incroyable. Il a dit que je n'avais aucune notion de la loyauté familiale, que je tirais mon frère vers le bas par pure jalousie. Il a menacé de me jeter à la rue si je n'apprenais pas à soutenir les rêves de Julien. J'ai gardé ma chambre, mais l'atmosphère dans la maison est devenue toxique, lourde d'un ressentiment silencieux. Même tante Sylvia s'est donnée pour mission personnelle de me rabaisser. Je me suis souvenu de notre dîner de Thanksgiving l'année dernière. Toute la famille élargie était réunie autour de la grande table à manger en chaîne. Tante Sylvia a fait l'éloge bruyant de Julien à l'autre bout de la table, louant son incroyable sens des affaires et ses vêtements coûteux. Puis elle a lentement tourné son regard vers moi, m'offrant un sourire mielleux et compatissant. Elle a demandé, assez fort pour que tout le monde entende, si j'étais toujours un simple étudiant en difficulté travaillant dans un entrepôt. Avant que je puisse répondre, elle a agité la main avec dédain et a annoncé à la table que certaines personnes sont simplement faites pour être des leaders et des innovateurs, tandis que d'autres sont simplement faites pour suivre les ordres et toucher un salaire de base. L'implication était claire. Je serais toujours le raté, survivant avec des clopinettes pendant que Julien conquérait le monde. C'était comme un enterrement de ma propre estime de soi, entouré de gens qui étaient censés m'aimer. Mes parents traitaient leur mariage comme une affaire, et peut-être évitaient-ils un divorce compliqué en s'unissant autour de leur obsession commune à gâter Julien. Alors que j'étais allongé dans le lit de l'hôtel Marriott, fixant le plafond jusqu'à ce que mes yeux me brûlent, rejouant ces moments douloureux, mon profond chagrin a commencé à se transformer lentement. Il s'est changé en une clarté glaciale, acérée et calculée. J'avais joué à un jeu complètement truqué toute ma vie. Je n'étais pas un fils. J'étais un filet de sécurité financière, un bouclier humain, un bouc émissaire pratique utilisé pour absorber leur stress et financer leurs fantasmes. Ils ne se contentaient pas de favoriser Julien. Ils avaient activement besoin de ma souffrance et de ma soumission pour maintenir son style de vie somptueux. J'ai réalisé que je devais agir vite. Je devais récupérer mes dernières affaires, mes documents importants et les souvenirs de mon grand-père dans cette maison avant qu'il ne réalise que je ne reviendrai jamais. Je devais me détacher complètement. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil. Je connaissais leur emploi du temps quotidien par cœur. Mon père partait pour son travail de finance d'entreprise à 7h30 précise. Julien partait à 9h pour se rendre dans une salle de sport de luxe afin de faire semblant d'être un influenceur fitness. Ma mère avait toujours ses réunions de l'association des propriétaires du quartier le mardi matin, qui s'éternisaient pendant des heures. À 10h, la maison serait complètement vide. J'ai élaboré un plan. J'allais y retourner et prendre exactement ce qui m'appartenait. Je suis retourné dans mon quartier d'enfance, garant ma Honda rouillée à 2 pâtés de maison de là, cachée derrière un grand chêne, au cas où l'un d'eux rentrerait plus tôt. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine comme un oiseau piégé. Je me sentais comme un criminel m'introduisant dans ma propre vie. J'ai marché tranquillement sur le trottoir familier, je me suis glissé par le portail latéral et j'ai déverrouillé la porte arrière menant à la cuisine. La maison était d'un calme de mort. Le silence était lourd et oppressant. J'ai bougé rapidement, mais pas étouffé par l'épaisse moquette du couloir. Je suis allé directement dans ma chambre,
celle que j'avais combattue si farouchement pour garder, et j'ai commencé à sortir des sacs poubelles noirs de mon sac à dos. J'y ai jeté indistinctement mes vêtements, mes manuels scolaires, mes chaussures bon marché et quelques photos encadrées. Je me dépêchais, poussé par une énergie frénétique et anxieuse. Je voulais effacer toute preuve physique que j'avais un jour vécu dans cet espace. Alors que j'emballais mes derniers classeurs d'université, j'ai réalisé que la boîte en carton que j'utilisais s'effondrait. J'avais besoin d'un rouleau de ruban adhésif d'emballage. Je me suis rendu discrètement dans la cuisine et j'ai ouvert le lourd tiroir de bric-à-brac en bois à côté du réfrigérateur. Alors que je fouillais activement parmi de vieilles piles, des menus à emporter et des stylos en vrac, mes doigts ont frôlé une petite clé en argent froide. Elle était solidement fixée par du ruban adhésif sous un organisateur de couverts en plastique. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Je savais exactement à quoi servait cette petite clé. Elle appartenait au lourd bureau en chêne ancien dans le bureau de mon père. Le tiroir inférieur droit de ce bureau était toujours verrouillé, strictement interdit. En grandissant, ma mère affirmait toujours fermement qu'il contenait des documents fiscaux hautement sensibles, les actes de naissance de la famille et les dossiers militaires de mon défunt grand-père. Quelque chose de primaire et de désespéré m'a poussé à décoller ce ruban adhésif et à prendre la clé. Appelez cela de l'intuition, un pressentiment, ou un besoin brûlant et désespéré de trouver une explication logique au fait que mes parents criaient toujours misère alors que Julien conduisait une voiture de sport de haute performance. Je suis entraîné silencieusement dans le bureau de mon père. La pièce sentait l'eau de colonne coûteuse et le vieux papier. Je me suis approché du bureau, les mains tremblant légèrement. J'ai glissé la petite clé en argent dans la serrure en laiton, qui a tourné avec un clic lourd et satisfaisant. J'ai saisi la poignée en laiton et j'ai tiré le lourd tiroir. À l'intérieur, c'était méticuleusement organisé. Des dossiers suspendus de couleur manille étaient parfaitement alignés, chacun proprement étiqueté. Mais ce qui a immédiatement attiré mon attention, c'est une enveloppe marron épaisse et surdimensionnée posée juste au-dessus des dossiers. Elle portait l'adresse de retour de Marcus, le vieil comptable minutieux de la famille qui gérait les impôts de mes parents depuis des décennies. L'enveloppe était légèrement déchirée sur le bord, visiblement un courrier mal acheminé que Marcus avait envoyé à la maison au lieu du bureau de mon père, et que ma mère avait hâtivement caché là pour le dissimuler. J'ai plongé la main à l'intérieur et j'ai sorti la liasse épaisse de documents. Je me suis appuyé contre le bord du bureau et j'ai commencé à lire. Les mots et les chiffres en gras noir sur la page ont commencé à se brouiller. Mon estomac a chuté si violemment que j'ai ressenti une nausée physique. Une sueur froide et moite a perlé sur ma nuque et le long de ma colonne vertébrale. J'ai dû lire le même paragraphe 3 fois avant que la réalité catastrophique de ce que je tenais n'atteigne mon cerveau. Ces documents étaient un état détaillé et complet de tous les actifs et passifs de la famille en vue d'un prochain audit fiscal. Dans cet état figurait l'historique d'un vieux compte fiduciaire à haut rendement. C'était un fonds d'études, mon fonds d'études. Les documents détaillaient un retrait massif effectué il y a exactement 3 ans. Le solde était stupéfiant, des dizaines de milliers de dollars. C'était un héritage de mes grands-parents combiné à des années d'intérêts composés. C'était assez d'argent pour couvrir l'intégralité de mes frais de scolarité de licence et de master, mon loyer et mes livres, sans que j'aie jamais à travailler un seul quart de nuit épuisant à l'entrepôt. Mes mains ont commencé à trembler violemment. J'ai tourné la page, mes yeux scannant les lignes fortement caviardées jusqu'à ce que je trouve la destination du transfert. Cette somme d'argent massive n'était pas allée au paiement d'une hypothèque défaillante. Elle n'était pas allée à des factures médicales d'urgence. Elle n'était pas allée à maintenir la famille à Afloa. Elle avait été canalisée jusqu'au dernier centime directement vers un compte courant commercial pour une société à responsabilité limitée nouvellement enregistrée. Une LLC enregistrée entièrement au nom de Julien. Ils avaient volé mon avenir, ma sécurité et mon héritage pour financer l'entreprise bidon et pathétique de mon frère. Ils m'avaient regardé m'épuiser à la tâche, m'avaient regardé manquer de sommeil, m'avaient regardé paniquer pour des factures de services publics que je payais pour eux, tout cela pendant qu'ils étaient assis sur un tas de mon argent volé. Je me suis souvenu de la conversation exacte où mon père m'avait regardé dans les yeux pour me dire qu'il n'y avait pas d'argent pour mes frais de scolarité, exigeant que je surmonte l'adversité pour me forger le caractère. Pendant ce temps, mon argent payait la Porsche de Julien et ses joggings de marque. J'ai hésité à appeler un avocat sur le champ pour intenter un procès massif pour vol financier et fraude. Mais un procès prendrait des années et il traînerait mon nom dans la boue. J'avais besoin de quelque chose de plus rapide, de plus destructeur. Avec une précision clinique et froide,
j'ai sorti mon téléphone. J'ai photographié chaque page des documents financiers. Je me suis assuré que l'éclairage était parfait, éliminant toute ombre. J'ai capturé les dates, les numéros de routage, les soldes des comptes et les signatures autorisées de mes parents. J'ai photographié les statuts constitutifs de la LLC de Julien, qui désignait clairement mon père comme associé passif et garant financier. Ils étaient tous de mèche. Toute la famille était une entreprise criminelle conçue pour élever Julien à mes dépens. J'ai replacé les documents exactement comme je les avais trouvés, j'ai verrouillé le tiroir et j'ai recollé la clé sous l'organisateur de la cuisine. J'ai attrapé mes sacs poubelles d'affaires, je les ai jetés dans le coffre de ma Honda et je suis parti à toute allure. Je suis retourné à l'hôtel Marriott, mes mains serrant le volant si fort que mes articulations étaient devenues complètement blanches. De retour dans ma chambre, je me suis effondré sur le lit. Mon esprit tournait à toute allure. J'avais besoin d'un exutoire, de quelqu'un pour me canaliser avant que je ne fasse quelque chose d'irréfléchi et ne gâche mon avantage. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à mon cousin Félix. Félix et moi avions grandi en jouant au baseball ensemble. Il jouait toujours le rôle de l'oreille attentive et sympathique lors des réunions de famille. Quand tante Sylvia faisait ses commentaires cinglants, Félix me prenait à part, secouait la tête et me disait en privé que mes parents étaient totalement injustes et qu'ils me soutenaient. Je lui ai envoyé un message désespéré, « Félix, j'ai quitté la maison. Je ne peux plus supporter ces abus. Je me cache au Marriott près de l'autoroute pendant quelques jours pour me vider la tête. S'il te plaît, ne le dis à personne. » Félix a répondu presque instantanément, ses mots débordant d'une fausse empathie, « Mec, je suis tellement désolé pour toi. Tu mérites tellement mieux que. Reste discret, repose-toi et prends soin de toi. Tu veux que je t'apporte à manger ou quelque chose ? » Je lui ai dit que j'avais juste besoin d'espace et je l'ai remercié d'être un véritable ami. J'ai ressenti une brève vague de soulagement réconfortante, sachant qu'au moins un membre de la famille comprenait ma douleur. J'ai pris une douche brûlante, essayant désespérément de laver cette sensation de dégoût absolu et de trahison de ma peau. Mais alors que je sortais de la salle de bain, une serviette enroulée autour de la taille, un martèlement lourd, agressif et terrifiant a commencé à ma porte de chambre d'hôtel. Ce n'était pas le coup poli du service de chambre. C'était un coup frénétique et rythmé qui faisait trembler le cadre de la porte. Je me suis dirigé lentement vers la porte, le cœur battant à tout rompre, et j'ai regardé à travers le petit œilleton. Debout dans le couloir, l'air complètement désaxée et furieuse, se tenaient ma mère et tante Sylvia. « Gavin, ouvre cette porte tout de suite » a hurlé ma mère, sa voix perçante résonnant dans le couloir tranquille de l'hôtel. « Ne te comporte pas comme un enfant, Gavin. Ouvre et fais-nous face » a renchéri tante Sylvia, frappant ses lourdes bagues contre le bois. J'ai reculé de la porte, sous le choc. Comment m'avait-elle trouvé ? J'avais utilisé une carte de crédit d'urgence privée. La seule personne au monde qui savait que j'étais ici était Félix. J'ai pris mon téléphone et j'ai fixé le fil de discussion avec mon cousin. La trahison m'a frappé comme un coup physique en pleine poitrine. Félix, l'oreille attentive, le gars qui prétendait être mon allié, s'était immédiatement retourné pour vendre ma position au matriarche de la famille. Il voulait récupérer de petits points de commérage. Il voulait être le héros qui retrouvait l'enfant à problème en fuite et le ramenait dans le droit chemin. Je suis retourné vers la porte. Je ne l'ai pas déverrouillée. Je me suis penché près du bois et j'ai parlé d'une voix basse, parfaitement calme et glaciale, « Si vous ne quittez pas ce couloir dans exactement 10 secondes, j'appelle la sécurité de l'hôtel et je vous ferai toutes les deux expulser de force de la propriété pour harcèlement. » Les coups ont cessé brusquement. « Gavin, écoute-moi bien » a sifflé ma mère, sa voix descendant d'un ton pour devenir un murmure venimeux. « Tu embarrasses cette famille. Julien a une semaine très importante qui s'annonce, et ton petit caprice est incroyablement égoïste. Nous devons parler de ton attitude immédiatement. Dis, ai-je compté assez fort pour qu'elle m'entende ? 9. 8. Tu n'as aucun respect, a crié tante Sylvia à travers la porte. Après tout ce que tes parents ont sacrifié pour toi. 3. 2. 1. J'ai décroché le lourd téléphone de l'hôtel sur la table de chevet et j'ai composé le numéro de la réception. J'ai informé clairement et bruyamment le réceptionniste que 2 personnes hostiles et agressives frappaient à ma porte, causant un trouble massif et refusant de partir. J'ai demandé l'assistance immédiate de la sécurité et j'ai menacé d'appeler la police. J'ai entendu ma mère halter bruyamment dans le couloir.
Il est vraiment en train de les appeler, a-t-elle chuchoté paniquée. J'ai entendu le piétinement frénétique de leurs chaussures coûteuses sur la moquette alors qu'elles sprintaient pratiquement vers les ascenseurs pour échapper à l'humiliation. Je suis resté près de la porte jusqu'au retour du silence. Je n'avais plus de famille. J'avais un groupe de vautours qui portaient des masques de parents. La trahison de Félix était le dernier lien rompu. J'étais complètement détaché de tout. Mais dans cet isolement absolument terrifiant, j'ai trouvé quelque chose d'incroyable. J'ai trouvé la liberté absolue. Cette confrontation à la porte de l'hôtel m'a fondamentalement changé. J'ai refait mes bagages immédiatement. Je ne pouvais pas rester au Marriott. Pas maintenant qu'elles connaissaient ma position exacte et qu'elles avaient prouvé qu'elles me traqueraient juste pour exiger ma soumission. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Derek, mon meilleur ami depuis le collège. Derek savait tout. Il avait été le témoin du favoritisme flagrant et de l'abus psychologique pendant 2 décennies, me répétant sans cesse que je devais m'échapper. « Salut mec », a répondu Derek dès la première sonnerie. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu as une voix bizarre. »« J'ai besoin d'un canapé pour squatter pendant quelques semaines, » ai-je dit, ma voix tremblant légèrement sous le poids immense de la journée. Je les ai quittés pour de bon. « La porte est ouverte », a répondu Derek sans la moindre hésitation. « J'ai une bière fraîche qui t'attend. Viens vite. » J'ai installé mes sacs poubelles d'affaires dans la petite chambre d'amis encombrée de Derek cet après-midi-là. Vivre dans ce petit appartement au cours des 2 semaines suivantes a été une leçon magistrale de préparation stratégique et silencieuse. J'ai agi avec un niveau de concentration froide et de calcul intense que je ne soupçonnais pas posséder. Je devais démêler complètement et définitivement mon identité financière de celle de ma famille. Je me suis assis à la petite table à manger de Derek avec un bloc-notes jaune, dressant brutalement la liste de chaque point de contact que mes parents avaient avec mon crédit, mon identité et mes comptes bancaires. C'était écœurant de voir cela étalé sur papier. La profondeur de leur attachement parasitaire était stupéfiante. J'étais le titulaire principal du forfait de téléphonie mobile de la famille, payant la facture chaque mois pendant qu'ils profitaient de données illimitées. J'étais inscrit comme garant financier sur un prêt personnel à taux d'intérêt élevé que mon père avait contracté des années auparavant pour rénover leur cuisine de luxe. Je payais toujours l'assurance automobile coûteuse pour ma Honda rouillée, mais la police était regroupée sous le nom de ma mère afin qu'elle puisse bénéficier d'une réduction multivéhicule pour la Porsche de Julien. J'ai passé des heures au téléphone, naviguant dans les menus automatisés et parlant aux représentants du service client. J'ai payé agressivement les frais de pénalité massifs pour rompre le contrat de téléphonie mobile de la famille, transférant uniquement mon numéro spécifique vers un tout nouvel opérateur et laissant leur téléphone complètement désactivé. J'ai contacté la banque, j'ai navigué à travers leur service juridique et j'ai invoqué une clause spécifique pour me retirer en tant que garant du prêt de la cuisine. Le représentant de la banque m'a informé que cela les obligerait à recalculer le taux d'intérêt de mon père en se basant uniquement sur sa mauvaise cote de crédit surendettée. Je leur ai dit de procéder immédiatement. J'ai annulé l'offre groupée d'assurance automobile, privant ma mère de sa réduction, et j'ai ouvert une police indépendante pour moi-même. J'ai fermé chaque compte chèque et d'épargne joint qui portait encore mon nom depuis mon adolescence, transférant les maigres fonds restants sur un compte privé sécurisé. J'ai coupé les artères financières une par une. Je me suis rassis et j'ai imaginé mon père ouvrant son courrier dans quelques semaines, réalisant que ses factures avaient miraculeusement grimpé en flèche, que ses lignes de crédit étaient gelées et que son filet de sécurité fiable avait disparu pour toujours et de manière permanente. Je n'avais pas besoin d'une bataille pour ma tranquillité d'esprit, j'avais juste besoin d'indépendance financière. Pendant ce temps, mon téléphone restait complètement silencieux de leur côté. Ma mère et tante Sylvia avaient apparemment décidé que la punition absolue pour mon comportement rebelle à l'hôtel était le traitement par le silence. Elles pensaient qu'en m'ignorant, en me privant de leur présence, elles me forceraient à paniquer, à ramper jusqu'à la maison et à implorer leur miette d'affection conditionnelle. Elles n'avaient absolument aucune idée que j'utilisais leur silence arrogant pour construire une forteresse impénétrable. C'est alors que la dernière pièce de mon plan d'évasion s'est mise parfaitement en place. Alors que j'étais assis sur le canapé de Derek, mon ordinateur portable a émis un signal sonore pour un email entrant. Je l'ai ouvert immédiatement. C'était le message que j'attendais anxieusement depuis des semaines. Il provenait de Monsieur Harrison, le redoutable PDG d'une entreprise d'investissement financier impitoyable basée au centre-ville de Chicago. J'avais passé de nombreux cycles d'entretiens exténuants et hautement compétitifs avec leur équipe de direction au cours du mois passé, cachant complètement tout le processus à ma famille.
L'objet de l'email disait « Offre formelle d'emploi ». J'ai ouvert le document les mains tremblantes. Le salaire de départ qu'il proposait était astronomique. C'était près de 3 fois ce que mon père gagnait à son poste de cadre moyen dans la finance. Le package de rémunération comprenait des avantages sociaux complets, une prime de réinstallation et une prime de signature massive. Mais plus important encore que l'argent, le poste spécifique me plaçait directement dans la division des acquisitions. Mon nouveau rôle consistait à gérer l'acquisition légale, la restructuration et la liquidation de créances commerciales douteuses et d'entreprises défaillantes. J'ai fixé l'écran brillant, une idée terrifiante et brillante se formant dans mon esprit. Dans le cadre de mon processus d'intégration à distance au cours des jours suivants, j'ai obtenu l'accès à la base de données sécurisée de l'entreprise. J'ai été chargé d'examiner les récentes acquisitions de l'entreprise, de me familiariser avec le portefeuille massif de prêts commerciaux en défaut et de dettes immobilières que notre division a récemment racheté à de petites banques pour des clopinettes. C'était censé être une tâche routinière et ennuyeuse. Mais alors que je faisais lentement défiler un tableur infini de prêts commerciaux en défaut dans mon état d'origine, le nom d'une LLC spécifique a bondi de l'écran et m'a frappé de plein fouet. Je me suis rapproché du moniteur. J'ai sorti les documents volés sur mon téléphone pour vérifier les numéros d'identification fiscale fédérale. Ils correspondaient parfaitement. C'était l'entreprise de Julian. La prétendue marque de style de vie de luxe de Julian était un échec massif, sanglant et catastrophique. Pour maintenir l'apparence trompeuse d'une richesse extrême sur les réseaux sociaux, il avait contracté des prêts commerciaux prédateurs avec des taux d'intérêt terribles, utilisant l'argent volé de mon fonds d'études comme garantie initiale. Il se noyait complètement sous les dettes. Et mon nouvel employeur, la firme massive de Chicago, venait d'acheter cette dette exacte. D'ici la fin du mois en cours, en tant qu'analyste senior de la division, j'aurai l'autorité légale directe d'examiner son dossier et de recommander la saisie immédiate des actifs pour éponger les pertes de l'entreprise. Cela comprenait l'espace de bureau commercial qu'il louait, l'inventaire et, oui, la Porsche Bleu Nuit qui était enregistrée sous la LLC. Je détenais le pouvoir absolu de le détruire légalement et professionnellement. Alors que j'absorbais cette révélation massive, une enveloppe épaisse de couleur crème est arrivée dans la boîte aux lettres de Derek. Elle avait été réexpédiée depuis mon ancienne adresse. J'ai reconnu instantanément la calligraphie dorée, élaborée et prétentieuse. Elle provenait de Vanessa, la fiancée de Julian. Vanessa était un cas particulier. Elle venait d'une famille moyennement aisée et considérait la voiture Tapa accent grave-l'œil de Julian et son faux titre de PDG comme son ticket d'or pour devenir une figure de la haute société locale. Elle adorait me regarder de haut avec condescendance. J'ai déchiré l'enveloppe. C'était une invitation formelle, richement gravée, à la fête de fiançailles extravagante de Julian et Vanessa. Elle était prévue pour le week-end suivant au country club le plus prestigieux et exclusif du comté. À l'intérieur de l'invitation, un petit mot manuscrit de ma mère est tombé sur la table. Le mot disait « Gavin, nous comptons sur ta présence. Mets de côté ta jalousie mesquine et ton attitude enfantine pour une seule soirée et soutiens ton frère. C'est un événement de réseautage très important pour les investisseurs de son entreprise. Habille-toi de manière appropriée. Ne nous embarrasse pas. Et s'il te plaît, pense à apporter un cadeau en espèces très généreux. » Julian a repéré une montre Rolex vintage pour célébrer son succès commercial. J'ai fixé la note manuscrite, laissant échapper un rire sec et incrédule qui a résonné contre les murs du petit appartement. L'audace pure et sans mélange était à couper le souffle. Ils avaient volé mon fonds d'études, financé un style de vie frauduleux pour Julian, envoyé tante Sylvia me harceler dans un hôtel, et maintenant ils exigeaient que je me présente dans mon costume bon marché de friperie pour adorer à son hôtel et lui acheter une montre de luxe. Je suis allé dans la cuisine où Derek préparait du café. Je lui ai tendu l'invitation lourde et le mot. Il l'a lu, la mâchoire se serrant de colère. « Tu ne vas pas aller à cette ordure, n'est-ce pas ?» a demandé Derek en me regardant avec inquiétude. « Dis-moi que tu ne vas pas les laisser t'utiliser comme décor pour leur esthétique de famille riche bidon. »« Je n'y vais certainement pas, » ai-je dit, m'appuyant contre le comptoir de la cuisine, un sourire froid s'étirant sur mon visage. Mais je vais envoyer une réponse très détaillée et très publique. Je suis retourné à mon ordinateur portable. J'ai récupéré les photographies haute résolution que j'avais prises des documents financiers dans le bureau fermé de mon père, les relevés bancaires, l'enregistrement de la LLC, la preuve indéniable du vol de mon fonds d'études. Je les ai compilés en un seul document PDF très organisé et irréfutable.
Puis je me suis connecté à mon tout nouveau compte de messagerie d'entreprise fourni par la firme de Monsieur Harrison à Chicago. Je me suis assis devant le clavier, les doigts survolant les touches. J'ai commencé à rédiger un email. J'ai ajouté les adresses email de mes parents. J'ai ajouté tante Sylvia. J'ai ajouté Félix, le cousin traître. J'ai ajouté Vanessa, la fiancée vénale. Et puis j'ai ouvert la page professionnelle publique de Julien et j'ai méticuleusement extrait les adresses email de chaque investisseur, partenaire commercial, fournisseur et ami de la famille qu'il y avait répertorié. La liste des destinataires s'est élevée à plus de 80 personnes, l'élite de notre ville. J'ai joint le PDF accablant des fonds volés. J'ai joint une capture d'écran vérifiée du prêt commercial en défaut provenant de la base de données de ma firme. J'ai intitulé l'objet « Mon RSVP officiel et une vérification de la réalité pour l'enfant prodige ». J'ai pris une profonde inspiration, fixant le bouton d'envoi. La tempête était totalement prête. J'étais sur le point de lâcher un ouragan de catégorie 5 en plein milieu de leur fête parfaite au country club. La soirée de la fête de fiançailles de Julien et Vanessa est enfin arrivée, enveloppant notre ville de banlieue dans une chaleur estivale lourde et étouffante qui rendait l'air épais et difficile à respirer. Pendant que ma famille et leur liste soigneusement sélectionnée d'invités de la haute société garaient leurs véhicules de luxe loués devant le service de voiturier délimité par des cordons de velours de Lockwood Country Club. J'étais assis à la petite table de salle à manger en bois éraflée de Derek dans son appartement exigu. Le contraste entre mon environnement actuel et l'événement somptueux qui se déroulait à 15 km de là était frappant, mais je ne m'étais jamais senti aussi puissant. Mon ordinateur portable était ouvert devant moi. L'écran brillait dans la pénombre de la pièce. Mon index reposait légèrement sur le plastique froid du pavé tactile. J'avais passé tout l'après-midi à rédiger méticuleusement, réécrire, réviser et perfectionner l'unique email qui servirait de départ explosif définitif de leur orbite toxique et parasitaire. Je ne voulais pas simplement envoyer cet email à l'aveuglette dans le vide. Je voulais qu'il frappe avec la précision dévastatrice d'un missile guidé d'entreprise. Je voulais une exposition publique maximale, le genre d'exposition qu'ils avaient toujours convoité pour leur faux succès. Mais cette fois-ci, ce serait pour leur crime bien réel. Grâce aux besoins désespérés de validation en ligne de mon cousin Félix et à ses comptes de réseaux sociaux publics, j'avais une place de premier rang en haute définition pour assister à tout le spectacle. Félix était absolument obsédé par l'idée de projeter un style de vie de richesse générationnelle qu'il ne possédait pas en réalité. Naturellement, il diffusait l'événement de fiançailles en direct à la seconde même où il franchissait les grandes portes en laiton du country club. Derek et moi étions assis côte à côte sur son canapé en tissu usé, regardant le flux en direct diffusé sur l'écran de télévision. L'opulence même de l'événement soulevait le cœur, surtout en sachant exactement de quel argent volé provenaient les centres de table en cristal. Mes parents avaient visiblement mis le paquet, ayant probablement maximisé toutes les lignes de crédit qu'ils avaient encore à disposition ou contracté un énième prêt personnel désastreux pour financer cette mascarade élaborée. La grande salle de bal du country club, habituellement réservée aux galas de bienfaisance de l'élite, était drapée de centaines de mètres de soie blanche importée et de compositions florales de roses et d'orchidées blanches incroyablement coûteuses. Au beau milieu de la pièce, dominant l'espace, se trouvait une sculpture de glace géante sculptée sur mesure représentant deux signes entrelacés. La glace fondait lentement sous les lumières chaudes de la salle de bal, faisant couler de l'eau sur une longue table de banquet entièrement couverte de caviar de beluga coûteux, de fromages européens importés et de pyramides de crevettes géantes. À travers l'écran de la télévision, j'ai vu ma mère Brenda faire activement le tour de la salle comme une politicienne chevronnée en campagne électorale. Elle portait une robe émeraude sur mesure jusqu'au sol qui avait sans doute coûté une petite fortune, ses cheveux coiffés en un chignon complexe. Elle tenait une flûte en cristal de champagne cher, jetant sa tête en arrière et riant bruyamment aux blagues, acceptant gracieusement le flux continu de félicitations de promoteurs immobiliers locaux, de membres du conseil municipal et de propriétaires d'entreprises fortunées. Mon père, Victor, se tenait près du bar privé de spiritueux haut de gamme, tapant agressivement sur l'épaule des hommes, bombant le torse comme un patriarche fier qui avait bâti une dynastie à partir de rien. Il avait l'air si incroyablement suffisant, si complètement satisfait de lui-même, ignorant totalement que ses fondations financières, sa réputation et le faux empire de son fils reposaient sur un héritage volé et une montagne de mensonges frauduleux sur le point de s'effondrer. Et puis bien sûr, il y avait Julien, l'enfant prodige incontesté. Il portait un smoking bleu nuit sur mesure qui correspondait parfaitement à la couleur de la Porsche garée dehors. Il arborait un sourire suffisant, arrogant et entraîné plaqué en permanence sur son visage.
Vanessa se tenait juste à côté de lui, montrant agressivement une bague de fiançailles en diamant sur mesure qui était si ridiculement grosse qu'elle en paraissait comique sur son doigt mince. Elle posait constamment pour les photographes d'événements, jouant parfaitement le rôle de la belle et privilégiée future épouse du riche et prospère PDG. Il ressemblait au couple américain parfait et couronné de succès, tout droit sorti des pages d'un magazine de style de vie sur papier glacé. « Regarde-les » a dit Derek en secouant la tête avec un dégoût total, buvant une gorgée de sa bière locale. « Ils dansent littéralement sur ta tombe financière, Gavin. Ils ont pris l'argent qui était censé payer ton éducation, tes fondations, tout ton avenir, et ils s'en servent pour organiser une fête géante afin de faire semblant d'être riches. Ça me soulève l'estomac. » « Laisse-les danser, ai-je répondu, ma voix tout à fait ferme, dénuée de toute colère. La colère s'était consumée depuis des jours, ne laissant qu'une résolution froide et calculatrice. Je connaissais l'itinéraire exact minute par minute de la soirée parce que Vanessa, dans son besoin désespéré d'attention, avait pratiquement publié un programme détaillé des événements sur ses réseaux sociaux publics quelques jours à l'avance. À 20h30 précise, mon père devait monter sur scène et prononcer un toast solennel et émouvant pour le jeune couple, souhaitant officiellement la bienvenue à Vanessa dans la famille Dawson et, plus important encore, se vantant bruyamment du succès sans précédent de Julian dans le monde des affaires devant une salle remplie d'investisseurs potentiels. C'était le moment idéal. C'était le sommet absolu de leur complaisance et de leur arrogance. J'ai programmé la livraison sur mon logiciel de messagerie professionnelle. Je me suis assuré que chaque pièce jointe était parfaitement formatée. J'ai joint le fichier PDF massif et indéniable contenant chaque preuve financière accablante que j'avais soigneusement photographiée dans le tiroir de bureau fermé de mon père. J'ai joint les relevés bancaires, les documents d'enregistrement de la LLC et la preuve irréfutable documentant le vol de mon fonds d'études. J'ai également joint les rapports de défaut de paiement commercial interne vérifiés de la base de données sécurisée de ma nouvelle firme, prouvant que l'entreprise de Julian était entièrement insolvable. L'horloge numérique dans le coin inférieur de mon écran d'ordinateur a défilé implacablement, 20h20, 20h25, 20h29. Sur le live, j'ai vu le quatuor à cordes engagé cesser brusquement de jouer sa musique classique. Le faible murmure des conversations de la haute société s'est lentement éteint alors que les invités tournaient leur attention vers le devant de la scène. Mon père s'est avancé avec assurance vers un microphone élégant positionné au centre de la salle de bal en bois verni. Il a souri largement, a tapé une lourde cuillère en argent contre son verre de champagne en cristal et a laissé le cliquetis aigu résonner dans les haut-parleurs, réclamant l'attention absolue de la salle. « Mesdames et messieurs, chers membres de la famille et nos amis les plus estimés, a commencé mon père, sa voix résonnant avec une fausse autorité et une fierté écrasante. Nous sommes réunis dans ce magnifique cadre ce soir pour célébrer non seulement l'union joyeuse de deux merveilleux jeunes gens, mais aussi pour célébrer le succès incroyable, imparable et l'avenir brillant et sans limite de mon plus jeune fils, Julian. Julian a montré à chacun d'entre nous ce soir ce à quoi ressemble le vrai travail acharné, le dévouement indéfectible et un sens des affaires brillant dans le monde moderne. J'ai fixé intensément l'horloge de mon ordinateur portable. Les chiffres ont tourné. Il était exactement 20h30. Le logiciel de messagerie s'est automatiquement rafraîchi. Le message est passé de la boîte d'envoi au dossier des messages envoyés. C'était parti, distribué. Il n'y avait absolument aucun moyen de revenir en arrière. Plus de 80 personnes de haut profil représentant l'élite absolue des cercles sociaux et d'affaires soigneusement construits par mes parents venaient de recevoir simultanément un dossier complet et juridiquement solide détaillant les crimes financiers de ma famille et leur ruine imminente. Je me suis penché en avant sur le canapé, posant mes coudes sur mes genoux, les yeux rivés sur la diffusion en direct. Pendant les 10 premières secondes d'agonie, il ne s'est absolument rien passé. Mon père continuait de parler dans le micro, racontant une histoire réconfortante et totalement fabriquée sur les débuts de Julian en tant que jeune entrepreneur ambitieux travaillant depuis le sous-sol familial. Puis, l'effet de vague a commencé, et c'était un chef-d'œuvre à observer. Cela a commencé par un faible bourdonnement électronique synchronisé que l'on pouvait entendre à travers le retour du microphone sur le direct. Des dizaines de téléphones portables vibraient simultanément dans les poches de costumes, sur les tables et dans les sacs à main de créateurs coûteux à travers toute la salle de bal. C'était le son de mon email atterrissant dans 80 boîtes de réception en même temps. J'ai regardé l'écran de près alors que Marcus, le vieux comptable minutieux de la famille qui gérait les impôts de mes parents depuis 30 ans, sortait son téléphone de sa poche de poitrine. Il a ajusté ses lunettes. Il a regardé l'écran.
J'ai vu en temps réel ses yeux s'écarquiller d'une horreur absolue et sans mélange en lisant l'objet de l'email. J'ai vu 3 des investisseurs les plus importants et les plus riches de mon père, des hommes qui riaient et buvaient encore au bar un instant plus tôt, cesser complètement de sourire. Le sang a visiblement quitté leur visage alors qu'ils tapotaient sur leurs écrans, ouvrant les lourdes pièces jointes PDF. J'ai vu tante Sylvia, qui se tenait près du premier rang en essayant de se glisser dans le cadre des photographes, baisser les yeux vers son écran de téléphone brillant. Sa mâchoire s'est littéralement décrochée sous le choc, sa main se portant à sa bouche. Les murmures ont commencé presque immédiatement. Ce n'était pas le chuchotement poli et discret typique des événements de la haute société. C'était un murmure tendu, urgent, paniqué, agressif. Les gens tournaient physiquement leurs téléphones les uns vers les autres, montrant frénétiquement les écrans, faisant défiler rapidement les relevés bancaires, et regardant les documents financiers indéniables puis mon père. Victor était toujours debout devant le microphone, souriant, gesticulant, ignorant totalement la bombe numérique massive qui venait de détonner au beau milieu de son moment de gloire. Félix, qui se tenait près de l'arrière de la pièce en tenant le téléphone qui enregistrait le direct pour ses abonnés, a dû sentir son propre téléphone vibrer avec la notification. Le flux de la caméra a tremblé violemment alors qu'il manipulait maladroitement l'appareil. J'ai au loin entendu Félix halter bruyamment hors caméra. Dans sa panique, il a accidentellement retourné la caméra, montrant son propre visage terrifié et en sueur pendant qu'il lisait rapidement le contenu de l'email. « Oh mon Dieu !» a marmonné Félix entre ses dents, oubliant complètement qu'il diffusait en direct pour des centaines de personnes en ligne. Puis le téléphone de Vanessa a sonné. Il était posé sur la nappe de lin blanc juste à côté de la sculpture de cygne en glace qui fondait. Elle l'a ramassé, l'air profondément agacé par l'interruption durant son moment spécial. Elle a ouvert l'email. J'ai regardé avec une satisfaction intense le sourire factice et entraîné se liquéfier littéralement sur son visage. Ses yeux balayaient l'écran frénétiquement. Elle a regardé la preuve indéniable du fonds d'études volé. Elle a glissé vers la page suivante et a vu la somme colossale et insurmontable de la dinde de dette commerciale en défaut que Julien lui cachait activement, à elle et à tout le monde. Elle a lu la notification finale de l'entreprise indiquant que toute son entreprise fictive faisait face à une liquidation imminente et agressive par ma firme. Vanessa a tourné la tête lentement, de manière rigide, pour regarder Julien debout à côté d'elle. Son expression était un mélange terrifiant de pure fureur sauvage et d'une humiliation écrasante absolue. Elle n'a pas chuchoté. Elle ne l'a pas pris à part pour sauver les apparences devant la foule. Elle a juste hurlé. Espèce d'escroc menteur et fauché, a hurlé Vanessa de toutes ses forces, sa voix résonnant violemment sous les plafonds voûtés, coupant court au toast de mon père au milieu de sa phrase. Elle a poussé Julien violemment à la poitrine, le faisant trébucher en arrière contre la table. La diffusion en direct a brusquement coupé au noir. Félix avait enfin réalisé la gravité de ce qui se passait et avait coupé le flux pour se sauver des retombées. L'écran de la télévision de Derek est devenu complètement noir, reflétant nos visages dans la pièce silencieuse. Derek et moi sommes restés assis dans un silence de stupeur totale pendant un long et pesant moment. L'adrénaline pure qui coulait dans mes veines était électrique, vibrant sous ma peau. Je n'avais pas seulement ruiné leur fête coûteuse. J'avais démantelé de manière chirurgicale leur statut social, leur crédibilité financière et leur faux récits soigneusement construits devant chaque personne qu'ils tenaient à impressionner. C'était une annihilation totale. Eh bien, a dit Derek, laissant échapper un long et lourd soupir et se rasseyant contre les coussins du canapé, fixant la télévision vide. Je pense qu'ils ont définitivement reçu le message. Ils n'ont même pas encore digéré le meilleur, ai-je répondu, un sourire froid et profondément satisfait s'étirant lentement sur mon visage. Les retombées ont été instantanées et absolument catastrophiques. Moins de 5 minutes après la coupure du direct, mon téléphone, qui était resté merveilleusement silencieux pendant 2 semaines entières, a soudainement explosé. L'écran s'est allumé violemment sous un barrage incessant d'appels entrants, de SMS et de messages vocaux frénétiques. Ma mère a appelé 6 fois de suite. Mon père a appelé 4 fois, laissant des messages vocaux qui commençaient par des exigences colériques et finissaient rapidement en supplications désespérées. Tante Sylvia a envoyé une avalanche de SMS écrits entièrement en majuscules, exigeant que je réponde au téléphone et m'explique immédiatement. Je n'ai pas répondu à un seul d'entre eux. Je les ai laissés paniquer. Je les ai laissés transpirer. Je les ai laissés assis dans l'incertitude publique angoissante de leur exécution. Je suis allé calmement dans la cuisine de Derek, je me suis versé un grand verre d'eau glacée,
je me suis rassis à la table et j'ai affiché le texte exact de l'email que j'avais envoyé, le relisant une fois de plus juste pour savourer la finalité absolue et incontestable de mes propres mots. L'email était intitulé « Mon RSVP officiel et une vérification de la réalité pour l'enfant prodige ». Le corps du message était clinique, juridiquement précis et totalement dépourvu de toute plainte émotionnelle ou posture de victime. Il disait, aux invités, investisseurs et membres de la famille réunis ce soir pour célébrer le prétendu succès de Julien, je m'excuse pour mon absence. Cependant, j'ai estimé qu'il était absolument nécessaire de fournir un contexte véridique et documenté à l'événement fastueux auquel vous assistez actuellement. Pendant des années, on m'a répété à maintes reprises que notre famille était au bord de la ruine financière absolue, ce qui m'a poussé à cumuler plusieurs emplois à forte intensité de main-d'œuvre et à sacrifier ma propre stabilité financière pour payer les charges de base du ménage et garder les lumières allumées pour mes parents. Vous trouverez ci-joint des preuves documentées irréfutables que cette pauvreté était une manipulation délibérée et malveillante. Vous trouverez des relevés bancaires officiels prouvant que mes parents, Victor et Brenda Dawson, ont illégalement et systématiquement vidé un fonds d'études à haut rendement qui m'avait été laissé exclusivement par mes grands-parents. Cette somme massive, l'intégralité de mon héritage, a été injectée directement dans la LLC de Julien pour financer son style de vie extravagant, ses véhicules de luxe et la fête même à laquelle vous assistez ce soir. De plus, pour les investisseurs de l'entreprise de Julien qui sont en copie de cet email, vous trouverez ci-joint les dossiers officiels de défaut de paiement de prêts commerciaux. L'entreprise dans laquelle vous avez investi est totalement insolvable. C'est un château de cartes fragiles construit entièrement sur des fonds familiaux volés et des prêts prédateurs à taux d'intérêt élevés. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé les notifications inonder l'écran de mon téléphone. La panique pure qui émanait de leurs messages était palpable. Ils avaient toujours supposé que j'étais faible. Ils supposaient que j'accepterais l'abus, que je me contenterais de la pizza froide et que je m'effacerais tranquillement à l'arrière-plan comme un bon plan de secours obéissant. Ils ne s'étaient jamais attendus à ce que je militarise la vérité absolue et que j'utilise le système juridique d'entreprise pour les raser complètement. Vers minuit, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, l'identifiant de l'appelant affichait un numéro masqué. J'ai su immédiatement de qui il s'agissait. J'ai appuyé sur le bouton vert, j'ai mis le haut-parleur et j'ai placé le téléphone directement au centre de la table en bois pour que Derek puisse entendre chaque mot. « Allô » ai-je dit, ma voix parfaitement calme, ne trahissant aucune émotion. « Gavin » la voix de mon père est sortie en grésillant du haut-parleur. Il avait l'air complètement différent. Le patriarche arrogant et dominateur qui prononçait le toast au country club avait complètement disparu. Il semblait essoufflé, terrifié et incroyablement petit. « Gavin, s'il te plaît, dis-moi que c'est une mauvaise blague. Dis-moi que tu as fabriqué ces documents juste pour nous faire peur. Chaque document de ce PDF est un document officiel vérifié de l'entreprise, Victor, ai-je répondu, refusant de l'appeler papa. Le titre sonnait faux dans ma bouche. Tu sais qu'ils sont tout à fait réels. Tu as personnellement signé l'autorisation de transfert bancaire pour vider mon fonds d'études. J'ai ta signature exacte en photo, prise directement dans ton bureau verrouillé. Tu n'as absolument aucune idée de ce que tu as fait. A soudainement crié mon père, sa panique pure se transformant en une colère frénétique et désespérée. Vanessa est partie. Elle a pris la bague, a jeté son verre de champagne par terre et a franchi les portes du club. Les investisseurs m'ont coincé au bar. Ils hurlaient, exigeant d'être remboursés immédiatement. Tu as gâché la vie de ton frère. Julien a gâché sa propre vie le jour où il a décidé de jouer au PDG avec de l'argent volé, ai-je répliqué calmement, me penchant en arrière sur ma chaise. Et tu as ruiné ta propre réputation le jour où tu as décidé d'être son complice volontaire. Vous avez choisi un enfant favori et vous avez financé ses illusions en dépouillant votre autre fils. Ce n'est pas une tragédie, Victor. C'est juste la conséquence directe de vos propres actions. Gavin, écoute-moi, est soudainement intervenue la voix de ma mère. Elle pleurait hystériquement, sanglotant si fort qu'elle s'étouffait avec ses mots. Elle devait écouter sur une ligne secondaire depuis la maison. Nous devions le faire. Julien avait tellement de mal à trouver sa voie. Tu as toujours été si intelligent, si incroyablement capable. Nous savions que tu pourrais survivre par toi-même. Nous savions que tu trouverais un moyen de payer pour l'école et de trouver un emploi. Julien avait besoin d'un coup de pouce. Nous avons pris une décision familiale difficile pour l'aider. Tu ne peux pas lui enlever sa voiture, Gavin.
Il en a besoin pour son image. C'est tout ce qui lui reste. J'ai éclaté de rire. C'était un rire froid et creux qui a résonné dans le petit appartement. Son image ? Votre priorité absolue, alors que vous faites activement face à des accusations de fraude massive, des investisseurs furieux et une humiliation publique totale, c'est l'image de Julian et une voiture dont il n'est même pas légalement propriétaire ? S'il te plaît, a supplié mon père, la voix brisée, abandonnant tout semblant d'autorité. Nous te rembourserons chaque centime. Je te le jure, je viderai mon plan d'épargne retraite demain matin. Je prendrai une deuxième hypothèque sur la maison. Arrête juste la saisie des actifs. Appelle ton patron. Arrête ça. Si ton entreprise saisit cette voiture et liquide la LLC, les autres investisseurs vont intenter un procès civil massif contre nous personnellement. Nous allons perdre la maison. Nous allons tout perdre. Vous avez déjà tout perdu le moment où vous m'avez tendu une assiette en carton avec du ketchup en me disant de me réjouir de vos restes, ai-je dit d'un ton de glace absolu et impitoyable. Les procédures judiciaires sont complètement hors de mes mains à présent. C'est une stricte affaire d'entreprise. Les agents de saisie seront au complexe d'appartements de luxe de Julian mardi matin. Je vous conseille vivement d'arrêter de m'appeler et de recruter un très bon avocat immédiatement, car vos investisseurs vont vous mettre en pièces au tribunal. Tu es un monstre sans cœur. A hurlé ma mère violemment dans le téléphone, sa voix complètement hors d'elle. Tu détruis cette famille pour de l'argent. Tu nous détruis. Je ne suis pas un monstre, ai-je répondu calmement. Je suis juste le plan de secours qui s'est enfin réveillé et qui est parti. Ne rappelez plus jamais ce numéro. J'ai tendu la main et j'ai appuyé sur le bouton rouge, mettant fin à l'appel instantanément. Sans hésiter, j'ai ouvert mes paramètres d'opérateur et j'ai bloqué définitivement leur numéro. J'ai bloqué tante Sylvia. J'ai bloqué Félix. J'ai bloqué chaque parent, ami de la famille et voisin qui avait un jour assisté à l'une des fêtes somptueuses de Julian pendant que j'étais coincé à travailler de nuit. J'ai coupé chirurgicalement la branche pourrie de mon arbre généalogique. J'ai levé les yeux vers Derek. Il me regardait de l'autre côté de la table avec un mélange d'admiration et d'un immense respect silencieux. C'était brutal, mec, a dit Derek à voix basse. C'était la justice, ai-je corrigé. J'ai refermé mon ordinateur portable d'un coup sec. La tempête était passée, ne laissant derrière elle que des ruines absolues. De plus, pour la première fois de ma vie, je ne me tenais pas au milieu des décombres à essayer de réparer les dégâts. J'étais à des kilomètres de là, observant d'une distance sûre et inaccessible, complètement libre. Les jours suivants ont été une démonstration magistrale de la façon dont l'univers et le karma fonctionnent avec une efficacité d'une précision terrifiante. Bien que j'aie strictement bloqué ma famille immédiate et totalement effacé ma présence de leur univers numérique, je continuais à recevoir des mises à jour détaillées grâce à Derek, qui gardait l'oreille attentive grâce à des connaissances communes. D'anciens amis de lycée et les rumeurs intenses qui déchiraient notre ville natale. L'effondrement total de l'empire de l'enfant prodige a été spectaculaire, rapide et entièrement public. Le matin suivant la désastreuse fête de fiançailles, Vanessa a mis à exécution sa menace hurlée dans la salle de bal du country club. Elle n'a pas seulement annulé le mariage discrètement. Elle a complètement brûlé les ponts. Elle a publié une longue vidéo en larmes et hautement éditée sur tous ses réseaux sociaux, se déclarant victime naïve de la manipulation financière élaborée et sociopathique de Julian. Elle a annoncé publiquement à ses milliers d'abonnés qu'elle gardait l'énorme bague de fiançailles en diamant en compensation de sa grave détresse émotionnelle et qu'elle prévoyait de la vendre immédiatement à un bijoutier privé. Lorsque Julian a désespérément tenté de se présenter devant la maison sécurisée de ses parents pour supplier à genoux d'obtenir son pardon et de récupérer la bague afin de payer ses dettes, le père fortuné de Vanessa n'a même pas ouvert la porte. Il a simplement menacé d'appeler la police et de faire arrêter Julian pour violation de domicile. Julian est resté planté sur la pelouse tondue, complètement seul. Mais le coup de grâce réel et juridiquement contraignant est survenu le mardi matin, exactement comme je l'avais promis à mon père au téléphone. Mon entreprise à Chicago ne fonctionnait pas à l'émotion. Elle fonctionnait avec une efficacité d'entreprise impitoyable et inébranlable. Parce que Julian avait accumulé plusieurs mois de défauts de paiement pour ses prêts de grande valeur et que la comptabilité interne de la LLC s'était avérée totalement frauduleuse d'après les documents que j'avais fournis, le processus de saisie des actifs a été accéléré au maximum. Selon un ami commun qui habitait dans le complexe d'appartements haut de gamme de Julian en centre-ville, un énorme camion de remorquage lourd est arrivé précisément à 8 heures du matin. Julian,
qui n'avait apparemment pas dormi, a couru vers le parking, vêtu uniquement de son peignoir en soie coûteux, hurlant de manière hystérique et agitant ses bras pour tenter de bloquer physiquement le conducteur de la dépanneuse. Il a menacé d'appeler un avocat de haut vol. Il a menacé de poursuivre la société de remorquage pour des millions. Mais le conducteur, totalement imperturbable, a simplement remis à Julien l'ordre de saisie légale émis par mon entreprise, a calmement accroché la Porsche Bleu Nuit immaculée et l'a remorquée sous les yeux de tous ses voisins curieux qui observaient depuis leur balcon. Julien est resté debout dans l'air frais du matin en pantoufles, regardant son faux personnage de réussite et son symbole de statut social disparaître au bout de la rue sur le plateau d'un camion de remorquage. La ruine financière ne s'est pas arrêtée à Julien. Elle s'est rapidement et violemment propagée à mes parents parce que mon père avait bêtement co-signé les prêts prédateurs et s'était porté garant financier pour la LLC de Julien. Les investisseurs furieux que j'avais contactés par email ont immédiatement redirigé leur tir vers lui. Ils ont réalisé que Julien était complètement fauché, juste un enfant jouant à l'homme d'affaires. Ils s'en sont donc pris à l'homme au salaire d'entreprise, au compte de retraite et à la propriété de banlieue. En l'espace d'une semaine, mon père s'est vu formellement signifier les documents d'une action de groupe civil massive pour fraude financière, fausse déclaration et manquement à l'obligation fiduciaire. La pression immense de ce procès imminent et le déshonneur public ont provoqué l'implosion totale du noyau familial de l'intérieur. Le front uni et impénétrable qu'ils avaient toujours maintenu contre moi s'est brisé. Selon les commérages incessants du voisinage, mes parents avaient des disputes hurlées sur leur pelouse en plein jour. Mon père reprochait bruyamment à ma mère d'avoir constamment surprotégé Julien, d'avoir exigé qu'il finance son train de vie et d'avoir encouragé cette aventure commerciale désastreuse. Ma mère, à son tour, reprochait à mon père de ne pas avoir mieux géré l'argent de la famille et d'avoir permis aux investisseurs de les poursuivre en justice. Les voisins chuchotaient que Victor menaçait activement de demander le divorce pour protéger la moitié de ses actifs restants, traitant leur mariage comme une fusion d'entreprises ratée. Mais l'information la plus satisfaisante, la cerise sur le gâteau de ce désastre, concernait tante Sylvia. Dans une tentative désespérée et pathétique de rejeter la responsabilité lors d'une dispute animée et enregistrée avec ses investisseurs furieux, mon père a jeté bruyamment Sylvia sous les roues du train. Il a affirmé que c'était en réalité l'idée de Sylvia de vider mon fonds d'études en premier lieu. Il a déclaré qu'elle les avait convaincus que j'étais résilié et assez intelligent pour gérer une lourde dette étudiante, alors que Julien était beaucoup trop fragile et dépourvu de talent pour réussir sans capital volé. Les investisseurs n'avaient évidemment que faire de savoir de qui venait l'idée, ils voulaient simplement récupérer leur argent. Mais cette accusation a provoqué une rupture massive et irréparable au sein de la famille élargie. Tante Sylvia était furieuse d'être publiquement impliquée dans un délit financier et a complètement coupé les ponts avec mes parents, menaçant de déposer sa propre plainte contre Victor pour diffamation de caractère. Ils se tournaient les uns contre les autres comme des loups affamés piégés dans une cage. La façade immaculée de la famille américaine parfaite, aimante et solidaire avait totalement disparu, remplacée par la réalité laide et désespérée d'un groupe d'individus égoïstes essayant désespérément de sauver leur propre peau. Le silence dans la maison de mon enfance devait ressembler à un enterrement pour leur réputation. Ils faisaient face à une faillite potentielle, à une honte publique absolue et à une bataille juridique massive qui viderait le peu d'épargne retraite qu'il leur restait. Ils se disputaient les derniers morceaux de Julien comme pour une amère bataille de garde, chaque parent essayant de prouver qu'il était le moins à blâmer pour son échec catastrophique. Je n'ai pas ressenti une seule once de pitié. Je n'ai pas ressenti le moindre gramme de culpabilité. J'avais passé toute ma jeunesse à m'effacer, à m'excuser d'exister pour entrer dans leur boîte étroite d'affection conditionnelle. Ils avaient exigé mon travail gratuit, mon argent durement gagné et mon silence absolu pour ériger un monument doré à leur enfant préféré. Maintenant, ce monument s'effondrait en poussière, et je refusais d'être celui qui serait écrasé sous les pierres tombantes. J'ai emballé mes dernières affaires chez Derek. Il m'a conduit à l'aéroport par un vendredi matin frais et dégagé. Nous nous sommes serrés dans les bras au terminal des départs. Je l'ai remercié d'être le frère que je n'avais jamais eu, de m'avoir offert un havre de paix pendant que je préparais ma tempête. Va faire fortune, mec, a dit Derek en souriant et en me tapant fort sur l'épaule. Et ne regarde jamais en arrière vers ces gens. Plus jamais. Plus jamais, ai-je promis. J'ai franchi avec assurance le point de contrôle de sécurité, mon petit sac de cabine sur l'épaule, serrant fermement ma carte d'embarquement pour Chicago. Je n'ai pas regardé par-dessus mon épaule. Je n'ai pas vérifié mon téléphone pour un dernier message désespéré de leur part. Je suis monté dans l'avion, j'ai trouvé mon siège côté hublot et j'ai regardé la ville qui avait contenu tant de douleurs,
tant de vols et tant de trahisons disparaître lentement sous les nuages blancs. Descendre de l'avion à Chicago a eu l'effet de ma toute première véritable inspiration d'oxygène propre en 26 ans. La ville était immense, bruyante, vibrante d'énergie, et complètement indifférente à mon passé. Je l'ai aimée instantanément. J'ai loué un petit appartement moderne au 20e étage d'un immeuble de grande hauteur en centre-ville. C'était épuré, propre et entièrement à moi. Il n'y avait pas de fantôme de favoritisme flagrant caché dans les placards. Il n'y avait personne pour exiger que je sacrifie mon confort, mon espace ou mon argent pour sa convenance. J'étais enfin le personnage principal de ma propre vie. Je me suis jeté à corps perdu dans ma nouvelle carrière. Travailler sous la direction de Monsieur Harrison au sein de la société d'investissement était incroyablement exigeant, intense et nécessitait de longues heures, mais c'était aussi incroyablement gratifiant. Pour la première fois de ma vie, mon travail acharné, mon esprit vif et mes compétences analytiques étaient réellement reconnus, salués et largement rémunérés. Je n'étais pas juste un outil pratique et jetable. J'étais un actif d'entreprise hautement valorisé. Au cours de ma première année, j'ai conclu avec succès une série d'acquisitions commerciales complexes et à enjeux élevés qui m'ont valu une promotion majeure et une augmentation de salaire qui a officiellement garanti mon indépendance financière pour le reste de ma vie. Je gagnais plus d'argent en un mois que mon père n'en avait jamais gagné en un an. Mais la véritable guérison ne consiste pas seulement à gagner de l'argent, à se venger ou à gagner le jeu de l'entreprise. La guérison a été le processus lent et terrifiant d'apprendre à exister dans le monde sans la lourde armure défensive que j'avais portée toute ma vie. Ce processus a réellement commencé lorsque j'ai rencontré Maya. Maya travaillait comme auditrice principale dans le département de conformité juridique de mon entreprise. Nous nous sommes croisés dans la salle de pause de l'entreprise autour d'un mauvais café de bureau. Elle était incroyablement intelligente, farouchement indépendante et possédait une chaleur authentique qui a complètement désarmé mes défenses cyniques habituelles. Nous avons commencé à sortir ensemble lentement. J'avais peur de laisser quiconque s'approcher, absolument terrifié à l'idée de répéter le cycle de l'amour conditionnel et de la trahison inévitable que j'avais appris de mes parents. Mais Maya était totalement différente. Elle n'attendait rien de moi d'autre que mon temps, ma compagnie et ma franchise absolue. Lorsque nous nous sommes fréquentés pendant 6 mois, je lui ai enfin raconté toute l'histoire. Je lui ai parlé de la pizza froide, du fonds d'études volé, de l'email dramatique et de la saisie brutale d'actifs. Elle ne m'a pas jugé. Elle ne m'a pas dit que j'avais été trop dur. Elle a simplement tendu la main à travers la table, a pris la mienne fermement dans la sienne et m'a dit qu'elle était incroyablement fière de l'homme fort que j'avais devenu pour survivre à cet environnement. Maya m'a montré ce à quoi ressemble réellement une famille choisie. Elle ne se construit pas sur des obligations de sang forcé, des culpabilisations ou un carnet de notes transactionnel. Elle se construit sur le respect mutuel, l'attention sincère et la présence pour l'autre, tout simplement parce qu'on le souhaite. La dernière pièce de mon passé que je devais réconcilier est survenue lors de mon 2e Thanksgiving à Chicago. Les fêtes de fin d'année étaient toujours un déclencheur d'anxiété massive pour moi, un rappel douloureux des dîners chaotiques et toxiques que j'avais endurés avec tante Sylvia, Julian et mes parents. Mais cette année-là, j'ai décidé que j'allais réclamer activement cette fête selon mes propres termes. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma grand-mère, Clara. C'était la mère de mon père, une femme de 82 ans vivant seule dans une communauté de retraités tranquilles en Floride. Elle était la seule personne de toute ma famille élargie à m'avoir toujours envoyé une carte d'anniversaire, y glissant un billet de $20, même lorsque mes propres parents oubliaient complètement la date. Nous ne nous étions pas parlé depuis l'effondrement massif, principalement parce que j'avais besoin de prendre mes distances avec le nom Dawson. Elle a répondu dès la 2e sonnerie, « Gavin, mon doux et merveilleux garçon », a-t-elle dit, sa voix fragile, un peu tremblante, mais incroyablement chaleureuse. Je n'ai pas hésité. Je l'ai invitée à s'envoler pour Chicago pour Thanksgiving. J'ai payé un billet de première classe pour qu'elle soit confortable et je lui ai réservé une suite d'hôtel de luxe près de mon appartement. Quand je l'ai récupérée à l'aéroport, elle a lâché sa canne, a entouré mon cou de ses bras et m'a serré si fort que j'ai cru que mes côtes allaient se briser. Ce Thanksgiving-là, il n'y avait que moi, Maya et grand-mère Clara assis dans mon appartement surplombant l'horizon étalé de Chicago. Nous avons mangé une énorme dinde parfaitement rôtie, bu du vin cher et ri jusqu'à ce que nos estomacs nous fassent mal. Après le dîner, pendant que Maya débarrassait les assiettes, Clara m'a pris à part sur le balcon froid. Le vent glacial de novembre fouettait autour de nous, mais elle tenait mes mains fermement dans ses mains chaudes et ridées. J'ai entendu parler de tout ce qui s'est passé là-bas, Gavin,
a dit Clara doucement, ses yeux tout à fait clairs, vifs et fixés sur les miens. Ton père a essayé de m'appeler il y a quelques mois. Il a essayé de se plaindre du procès civil massif, de la façon dont il risquait de perdre la maison et du fait que tu les avais tous ruinés de manière malveillante. Je l'ai regardé, surpris qu'elle ait seulement pris son appel. Qu'est-ce que tu lui as dit, ai-je demandé doucement. Je lui ai raccroché au nez, a dit Clara, une étincelle de fierté dans les yeux. J'ai vu Victor et Brenda te traiter comme un citoyen de seconde zone toute ta vie. Je les ai vus louer Julien pour le simple fait de respirer alors que tu déplaçais des montagnes pour être ignoré. J'aurais dû intervenir. J'aurais dû me battre pour toi quand tu étais un petit garçon. Mais je veux que tu chasses ceci, et je veux que tu y crois, je n'ai jamais été aussi fier de toi que le jour où tu t'es enfin levé, as exposé leurs mensonges et es parti. Tu es la personne la plus forte de toute notre lignée, Gavin. Entendre ces mots, recevoir cette validation absolue et inconditionnelle de la part de la matriarche de la famille a brisé quelque chose de grand à l'intérieur de ma poitrine. C'était le dernier cadenas rouillé qui se détachait de mon cœur. Le ressentiment persistant, la colère profonde, le besoin de faire mes preuves. Tout cela s'est dissipé dans la nuit froide de Chicago. Je n'avais pas besoin des excuses pathétiques de mes parents. Je n'avais pas besoin que Julien échoue pour me sentir couronné de succès. J'avais juste besoin de savoir que je n'étais pas fou, que l'injustice que j'avais subie était réelle et que j'y avais survécu. J'ai 28 ans aujourd'hui. Je suis vice-président au sein de ma firme, gérant ma propre division. Je suis heureusement fiancé à Maya. Nous cherchons activement à acheter un bien immobilier dans la banlieue tranquille pour fonder notre propre famille, une famille qui sera bâtie sur des fondations solides et inébranlables d'amour absolu, inconditionnel et de respect. Parfois, tard dans la nuit, je me tiens sur mon balcon et je regarde les lumières infinies de la ville. Je pense à cette tranche de pizza au pepperoni grasse et à ce ketchup à queue dégoulinant et plan, félicitations, sur une assiette en carton bon marché. Je repensais autrefois à ce souvenir avec une profonde tristesse et de la pitié pour le garçon que j'étais. Aujourd'hui, je le considère comme le plus grand cadeau qu'il m'ait jamais fait. Cette pizza pathétique a été le catalyseur ultime. Elle a été le signal d'alarme qui m'a finalement poussé hors d'une maison en feu et m'a forcé à bâtir un château magnifique et indestructible qui m'appartient. J'ai refusé d'être une victime, et ce faisant, je suis devenu le maître architecte de ma propre vie incroyable.